Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire trimestriel. Comme tous les trimestres, donc, nous tenons ce webinaire avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver malgré les vacances, malgré voilà, on est là pour vous parce que c'est tellement chargé, il y a tellement de volatilité, d'incertitude, d'inquiétude qu'on devait tenir ce webinaire évidemment avec vous. Donc voilà, c'est un grand plaisir et n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là également pour répondre à toutes vos questions. Voilà, effectivement, donc, comme tu le disais, donc d'une part, on est dans des conditions assez exceptionnelles. On va y revenir bien évidemment, autant par la volatilité que par eh bien, cette nouvelle ère Trump, on va dire, hein, Trump 2.0. C'est un peu la thématique de ce webinaire, c'est comment investir à l'ère de Trump. Et on va revenir effectivement sur les perspectives d'investissement pour le deuxième trimestre. Et comme c'est un webinaire, comme c'est interactif, vous pouvez vous poser vos questions. On va essayer d'y répondre à toutes les questions. Ça va dépendre évidemment du nombre. Mais vous êtes là pour justement, on est là pour échanger et que ça soit interactif. Alors, bon, avant toute chose, l'avertissement sur les risques, hein, c'est tout ce qui est dit durant ce webinaire n'est pas un conseil ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Donc, que ça soit bien clair, c'est juste un avis qu'on vous donne. Et ceci n'est pas donc une recommandation. Donc voilà, donc moi c'est Antoine Fraissoulier, donc responsable d'analyse des marchés chez eToro, et je suis avec Marc Totti, donc qui est conseiller économique chez eToro France et qui est aussi président du cabinet à ces défis. Tout Alors à le fait, tout à fait. sommaire, le sommaire, ça va se découper en trois parties. La première partie, c'est donc 2025, l'année de l'incertitude. On va revenir sur ce qui s'est passé durant ce premier trimestre et quid de la croissance mondiale. Quel va être l'impact justement de ces droits de douane et sur la croissance mondiale. On va revenir sur durant cette première partie. Deuxième partie, ben, on va parler de la France, puisque l'économie française est en grand danger. Alors, c'est pas forcément, évidemment, avec ce qui se passe sur les droits de douane, hein, ça date d'il y a bien longtemps, la problématique de l'économie française. On va y revenir avec Marc, hein, qui connaît ça extrêmement bien. Et pour terminer, les marchés boursiers qui sont en pleine tempête. Évidemment, vous l'avez suivi en tant que client eToro, avec une volatilité qui est hors norme, qui est une volatilité qu'on voit tous les 5 ou 10 ans et qu'on est en train de vivre actuellement. Évidemment, on va essayer de décortiquer cela avec aussi une partie sur l'euro-dollar et l'or. Voilà, alors, Marc, écoute, je te laisse prendre la parole, donc avec effectivement un protectionnisme 2.0 actuellement. Oui, alors ce qu'il vaut mieux comprendre, c'est que qu'est-ce qui s'est passé là, ces derniers jours? Moi, pour tout vous dire, hein, j'ai 30 ans de métier, je crois que j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire une telle volatilité, donc ce mini-crack, après une remontada exceptionnelle, et puis des déclarations de Donald Trump qui frisent le délit d'initié, puisque Oui, il a dit tout à fait. mercredi dernier, voilà, c'est le moment d'acheter avant de dire qu'il suspendait les droits de douane pour 90 jours, évidemment, ça a flambé derrière, donc c'est vraiment du jamais vu, c'est assez incroyable. Mais néanmoins, on se rend bien compte qu'il y a une fragilité de l'économie Mm. mondiale, avant même, évidemment, ce mini-crack boursier, puis cette remontée depuis quelques jours. Le danger, ça reste quand même le protectionnisme. Donc, comment ça marche? Quelles sont les trois conséquences d'un mouvement de protectionnisme? Ça veut dire d'une augmentation des barrières douanières, parce que c'est vrai qu'il a suspendu une partie des barrières douanières, sauf pour la Chine pour l'instant, mais n'oublions pas qu'il a quand même augmenté de 10%, donc 10% c'est quand même pas rien, parce que ça c'est vraiment le processus de négociation, c'est-à-dire voilà, je fais très peur, puis finalement, après, on revient à 10% et tout le monde est content. C'est assez incroyable. Mais toujours est-il qu'il y a quand même des conséquences. C'est que d'abord, il va y avoir un ralentissement de la croissance mondiale. C'est qu'évidemment, on va avoir moins d'échanges internationaux et donc ça va générer un ralentissement de cette croissance mondiale. Je montre souvent l'exemple parce qu'on me dit comment aujourd'hui cette croissance mondiale a pu s'obtenir, a pu être aussi forte, grâce notamment aux échanges internationaux. Il y a une vertu incroyable, notamment pour les pays émergents, qu'on appelait il y a 30 ans les pays en voie de développement. Maintenant, ils sont devenus émergents, voire même émergés. Par contre, nous, on immerge, hein, vous voyez, donc Mm. effectivement, le saut vers le bas, donc le plongeon vers le bas plutôt. Et donc, il faut savoir que dans les années 80, par exemple, vous aviez à l'époque la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. Ça veut dire avec moins de 1 dollar par jour. La moitié de l'humanité. Vous vous rendez compte, dans les années 80.
Aujourd'hui, cette part est tombée à combien? Grâce justement à la mondialisation, grâce aux échanges, grâce à la croissance, notamment en Asie, eh bien, cette part est passée seulement à 8,5% de la population mondiale qui vit sous le seuil de pauvreté extrême. Évidemment, c'est encore beaucoup trop, vous allez me dire, c'est sûr, mais de 50 à 8,5, c'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Donc ça montre quand même la vertu. Et donc, à contrario, si on réduit ces échanges internationaux, donc ça veut dire qu'il y aura moins de croissance, notamment dans les pays émergents, et qu'à partir de là, beaucoup de populations qui commençaient à monter sur l'échelle effectivement du développement ne pourront plus monter, voire même vont baisser. C'est ce qui se passe un petit peu en Chine hein, aujourd'hui. Il faut savoir que la Chine, il y a à peu près aujourd'hui 750 millions de Chinois qui vivent correctement, ça veut dire comme nous, donc c'est pas mal, sauf qu'il y a encore 700 millions qui attendent hein, sur les 1,4 milliard, donc eux, ils attendent de prendre le train. Alors c'est vrai qu'il y a 20-30 ans, ils étaient 100 millions de Chinois qui vivaient correctement, maintenant donc ils sont 750 millions, mais si on n'a pas assez de croissance, eh bien on ne pourra pas continuer ce développement, y compris pour la Chine. C'est pourquoi sur la Chine, il y a un vrai danger. Bien entendu, il y a un danger pour les États-Unis, mais il y a également un danger pour la Chine. On va en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est la première conséquence d'un mouvement de protectionnisme, même s'il est limité, c'est que ça va quand même réduire les échanges internationaux, donc ça va réduire la croissance mondiale. Deuxième conséquence, c'est bien entendu l'augmentation de l'inflation. C'est-à-dire que quand on a des mouvements de protectionnisme, ça casse un petit peu l'échelle et tous les processus de production, parce qu'aujourd'hui, comme le monde est ouvert, eh bien, pour faire un produit, on amène des composants de Chine, du Japon, d'Afrique, d'Europe, etc., d'Amérique, et ainsi de suite. Et à la fin, on fait le produit. Si effectivement on monte les droits de douane, ça veut dire que toute la chaîne de production va être complètement, je dirais, cassée, donc il va falloir la repenser. Et évidemment, le premier impact, c'est que si on n'a pas les biens à bon prix, donc avec l'augmentation des droits de douane, ça fait mécaniquement augmenter l'inflation. Donc si l'inflation augmente, quel est le danger? Ben déjà, ça va casser l'activité économique, donc ça va aggraver le ralentissement, voire, notamment en Europe, ça va faire même de la récession. Donc c'est quand même très dangereux parce que nous, les Européens, notamment, nous sommes un pays de consommateurs, un peu comme les Américains. Mais si évidemment on consomme moins, s'il y a une augmentation de l'inflation, on l'a vu ces dernières années, ça casse l'activité économique. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. Et la troisième conséquence, c'est là où les marchés ont un petit peu paniqué la semaine dernière, c'est que s'il y a un peu plus d'inflation, eh bien, à ce moment-là, les banques centrales ne pourront pas baisser leur taux d'intérêt comme certains l'escomptaient, malgré le ralentissement économique. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, les marchés paniquent, ce qu'on a vécu la semaine dernière, d'où ce mouvement, je dirais, de baisse des marchés. Alors maintenant, ça va mieux parce qu'on se dit, finalement, il n'y aura pas le protectionnisme, mais néanmoins, c'est dangereux. Alors après, deuxième point, pour notamment les États-Unis, il faut bien comprendre que ces droits de douane participent justement d'un programme global. C'est pas que les droits de douane, c'est-à-dire que le modèle économique de Donald Trump, c'est le suivant. Droit de douane pour effectivement limiter les produits qui viennent de l'étranger, puis surtout inciter les entreprises donc américaines à revenir aux États-Unis. Alors là, bon, on vient de l'apprendre ce week-end, vous le savez. Donc ça y est, pour la Chine, on enlève les produits high-tech. Donc déjà, Apple, etc., ça va mieux, ça soulage, mais néanmoins, c'est quand même les autres produits qui sont concernés. Moi, je pense, on le verra tout à l'heure, mais je pense qu'il y aura un accord entre la Chine et les États-Unis, inévitablement, parce que les deux se tirent la barbichette, entre guillemets. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont 1000 milliards de dollars de bons du trésor américains, et ils ont 3200 milliards de dollars de réserves de change, en dollars. Donc si Mm. les Américains s'effondrent, si le dollar s'effondre, la Chine également va souffrir. Et parallèlement, les Chinois sont également donc des partenaires commerciaux malgré tout des États-Unis. Donc, voyez, ils vont trouver un accord, ça c'est inévitable. Mais globalement, ce qui compte pour Trump, c'est de parler justement à son électorat, notamment, je dirais, dans l'emploi industriel qui a beaucoup souffert, donc de leur dire voilà, vous allez retrouver vos emplois. On va également baisser les impôts pour tous. Les salariés, les retraités, les entreprises. Et donc, oui, c'est un mouvement global de restauration de la croissance avec parallèlement la baisse des prix énergétiques, ça a déjà fonctionné. Par contre, donc là on peut comprendre, mais par contre, l'erreur qu'a fait Donald Trump la semaine dernière, on va en parler tout à l'heure, ça a été sur le dollar. Il a dit du jour au lendemain, enfin d'un seul coup, je veux que le dollar baisse. Mm. C'est très dangereux parce que si on dit que le dollar baisse, ça veut dire que ça n'incite pas à investir aux États-Unis. Parce qu'on va se dire,
va investir aux États-Unis, mais qu'est-ce que ça va valoir demain? Donc là, il prend un risque énorme parce que ça peut casser l'hégémonie du dollar, même si pour l'instant le yuan n'est pas prêt à concurrencer le dollar. Mais des pays peuvent se dire, oula, attention, est-ce que je vais continuer de commercer en dollars? Donc là, j'espère qu'il va revenir en arrière parce que ça peut être extrêmement dangereux pour les États-Unis. Donc toujours est-il que on crée ce climat d'incertitude. Et ce qui est dommage, c'est qu'on avait vu au mois de mars, c'est l'indicateur des directeurs d'achat, donc indicateur avancé, qui s'était donc amélioré. Vous voyez, on était monté à 52,2 sur l'indicateur global. Donc vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Donc là, vous voyez, après 2 mois de baisse, tiens, ça repartait un petit peu à la hausse. Donc on aurait pu imaginer justement une amélioration de la croissance vers les 3%, mais malheureusement, j'ai dû réviser quand même mes prévisions juste avec ces droits de douane pour l'instant de 10%. Sur la Chine, il n'y aura pas 145%, mais ça va quand même générer un ralentissement. Et donc, je vois une croissance mondiale en 2025. J'étais avant à plus de 3%, là je suis à 2,5%. Donc, il y a un ralentissement mondial. Je rappelle que la croissance mondiale sur longue période, de 2000 à 2023, c'est 3,5%. Donc là, on a fait l'année dernière 3,2. Là, on tombe vers 2,5%. Donc il y a quand même un ralentissement de la croissance qui est en train de s'opérer, même si on évite les droits de douane. La bonne nouvelle, c'est que le prix du baril a fortement baissé. Donc ça soutient l'activité économique, ça limite l'inflation. Donc ça, c'est plutôt positif, parce qu'évidemment, s'il y a des droits de douane, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a moins de commerce mondial, eh bien, on aura moins besoin de pétrole, hein, clairement. Donc si la demande mondiale de pétrole baisse, ben, on le voit aujourd'hui, le prix du baril, donc on est à 64 dollars à peu près. Donc c'est quand même des plus bas depuis à peu près 2021. Donc on se rend bien compte que ça montre que ça va quand même soutenir la croissance. Donc, vous voyez, pour ceux qui disaient, qui paniquaient la semaine dernière, oui, il va y avoir une récession mondiale, moi, je n'y croyais pas du tout, et évidemment, j'y crois aujourd'hui encore moins. Quand on regarde maintenant le détail des enquêtes des directeurs d'achat pour savoir quels sont les pays qui vont tirer la croissance mondiale, voilà, donc là, on voit les pays au-dessus de la barre des 50, donc il y a toujours l'Inde, évidemment, l'Inde qui est la grande gagnante de cette crise. Vous avez remarqué, l'Inde n'a pas trop parlé justement pendant cette crise des droits des droits de douane, parce que justement, elle a récupéré des marchés. Par exemple, sur l'iPhone, hein, vous savez qu'aujourd'hui, 15% des iPhones sont faits en Inde. Alors qu'avant, c'était 100% en Chine. Là, maintenant, la Chine, c'est 85%. Et effectivement, l'Inde a récupéré 15%. Ça va peut-être augmenter demain. Donc là, c'est plutôt favorable. Et on continue évidemment. Donc avec des droits de douane qui vont là aussi des niveaux d'activité économique qui vont s'améliorer. Par contre, j'ai pas le retour. Je dis à Antoine juste Ah oui, simplement parce que là, pardon. carré, voilà, merci Antoine. Oui. Si j'ai pas le retour, je vais avoir du mal. Donc, en termes de croissance mondiale, je crois qu'on a oublié un slide avant, par contre, sur les. Non, tu l'as pas mis. Bon, pas grave. Donc là, on voit le monde. Et là, c'est mes prévisions de croissance globale, où justement, on voit aujourd'hui, donc pour mes prévisions 2025, donc on est sur à peu près 2,5 aux États-Unis, donc ça reste quand même une croissance assez favorable. Par contre, pour nous, évidemment, donc la zone euro, la France, on est, vous voyez, 0,6%, 0,2%. J'ai encore révisé à la baisse, on en parlera tout à l'heure pour la France. Et pour du côté du monde émergent, entre guillemets, donc on a la Chine toujours autour des 4%, donc la Chine souffre. N'oublions pas que la Chine n'a pas de demande intérieure aujourd'hui, hein. Donc elle a besoin du moteur extérieur. D'ailleurs, on a eu les chiffres ce matin, on est quand même sur des niveaux de plus de 1000 milliards de dollars sur 12 mois d'excédents commerciaux en Chine. Donc, s'il n'y a pas de moteur extérieur, la Chine va sourire parce que la demande intérieure est très limitée aujourd'hui en Chine, donc c'est particulièrement dangereux. Sur l'Inde, ça résiste bien, 6,5% de croissance. Voilà, donc Canada qui ralentit pas mal, la Suisse également, Royaume-Uni autour des 1%. Donc, voyez bien, on a ce ralentissement mondial qui est bien effectivement en train de s'observer. Donc, pas de panique, j'ai envie de dire, mais quand même, même si on n'a pas tous ces droits de douane, il y a quand même de l'instabilité qui s'est instaurée. Donc à partir de là, il va falloir quand même revoir pas mal de process de production. Donc ce qui va réorganiser un petit peu donc, toutes ces productions. Et donc on aura un ralentissement de l'économie mondiale avec quand même une inflation qui va rester élevée, en particulier en Europe. Voilà Oui, donc c'est au oui. premier. Oui, oui, donc effectivement, on voit que ces droits de douane auront un impact hein, sur la croissance mondiale, mais que finalement la récession quand même est encore loin. D'ailleurs, c'est intéressant, ça va être intéressant de suivre les prochaines statistiques macro hein, aux États-Unis pour voir l'étendue de ce ralentissement. Mais pour l'instant, vraiment pas d'alerte, on va dire, hein, pour l'instant. Alors, oui, alors on aura quand même Mm, chance, ça va être intéressant de voir, on aura la mm, semaine prochaine, on en ouais, parlera dans nos podcasts, hein, mais on aura mm, la semaine prochaine les chiffres des directeurs d'achat du mois d'avril.
Et je pense que comme les enquêtes ont été faites avant, justement, pendant ces atermoiements de Donald Trump, à mon avis, les chiffres vont quand même être mauvais. C'est-à-dire que Oui, oui. je pense que là, on va avoir des premiers chiffres qui vont être donc, le début du deuxième trimestre. Ça va être costaud quand même en termes Mm, d'activité économique. Je pense que ça va être très très chaud dans tous les pays du monde, mm. puisqu'il va y avoir des ajustements qui vont s'observer. Donc là, on aura quand même, ça sera intéressant donc de voir les chiffres la semaine prochaine, à mon avis. Mm. Une baisse de l'activité mondiale est inévitable au cours du mois d'avril, ça c'est sûr. Et donc du coup, on va passer à la deuxième partie, l'économie française, donc en grand danger. C'est vrai que bon, les dernières statistiques macro sont vraiment très défavorables dans quasiment tous les domaines. Bon, écoute, je te laisse la parole, Marc. Alors oui, oui, alors on va faire une grosse troisième partie évidemment pour les Oui. marchés financiers parce que c'est très Mm, important, mais et je pense que pour moi le principal risque, c'est pas tellement Trump, parce que Trump, encore une fois, ce qu'il a annoncé, on le savait, à part sur le dollar, bon là à mon avis il nous a surpris, il nous a fait un peu peur, je pense qu'il va se calmer comme comme la semaine dernière. mm, Par contre, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est ce qui se passe sur la France. Je pense que ça peut être justement le déclencheur d'une crise mondiale assez grave, et je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est complètement fou. Moody's, j'ai jamais vu ça, hein. Moody's a dit, bah, finalement, je note pas la note de la France. Je donne pas une note à la France. C'est incroyable. C'est-à-dire, mm, je m'abstiens de donner une note à la France. C'est-à-dire, bon, ben, de facto, je maintiens l'ancienne note, hein, donc double A3, c'est-à-dire la dernière note avant le simple A, mais néanmoins, c'est assez fou. Et dans son communiqué, elle nous dit qu'elle est très inquiète, justement, nous disent, sur les dérapages budgétaires et sur le fait qu'elle n'a pas confiance dans le gouvernement pour réduire ce déficit public. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, Fitch avait fait le même coup en disant notre modèle de notation donne un simple A à la France, mais nous maintenons quand même le double A moins parce que malgré tout, on fait confiance à la France pour réduire son déficit. C'est complètement fou. Vous voyez, et Fitch, dans son communiqué, dit oui, mais on anticipe quand même de nouvelles élections législatives au second semestre. C'est quand même assez incroyable. Je suis désolé, je ne veux pas être méchant avec les agences de notation, elles ne font pas leur boulot. C'est vrai qu'on a l'habitude, hein, pendant la crise des subprimes, rappelez-vous quelques semaines avant que ça n'éclate, elles notaient triple A des produits basés sur les subprimes. Donc bon, on leur en veut pas, on a l'habitude. Pareil pour la Grèce, hein, quelques mois avant que ça n'éclate, là aussi, on ne voulait pas dégrader l'industrie de la Grèce. Et là, on fait exactement pareil pour la France. Alors, quel est l'argument? On lui dit oui, mais vous comprenez, si on dégrade l'industrie de la France, alors là, ça va générer un cataclysme, ça va être très dangereux. Oui, de toute façon, on a déjà cette situation dramatique. Et vous voyez, demain, donc, M. Bayrou réunit certains ministres, etc., pour une conférence sur justement les déficits publics. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une énième conférence pour savoir que ça dérape? On n'en a pas besoin de ça. Regardez les chiffres. Voilà, premier graphique sur la France, les chiffres du déficit public. Voilà, ça se creuse encore en 2024. Alors c'est vrai que on n'a pas atteint les 6% parce que bon, on a décalé certains déficits sur l'année 2025. On est quand même à 5,8%, donc 170 milliards d'euros donc de déficit public en 2024. Donc ce qui veut dire que la France, on va voir sur le graphique suivant, hein, c'est l'un des seuls pays qui creuse son déficit en 2024. Et regardez bien, le dernier excédent public en France, parce que ça, il faut le savoir, remonte à 1974. Je ne sais pas si on se rend compte du drame. C'est-à-dire que ça fait 50 ans, mais maintenant 51 ans, on va dire, qu'on n'a pas eu d'excédent public en France. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Comment on peut continuer? Alors c'est vrai que justement, il y a la protection de la zone euro, de la Banque Centrale Européenne. Et maintenant, les agences de notation, elles sont avec nous, elles sont sympas. C'est formidable, vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, on marche sur des œufs, on est sur un baril, enfin plusieurs barils de poudre même, donc c'est extrêmement dangereux. Et vous voyez, donc sur le 2024, le déficit public augmente, et là où évidemment c'est dramatique, sur le graphique suivant, c'est que la France est donc numéro un en termes de déficit public. C'est le bonnet d'âne, hein, parce que le déficit public, être numéro un, c'est pas la médaille d'or, hein, c'est plutôt le bonnet d'âne, évidemment. Donc vous voyez que là, donc ça c'est les chiffres de 2024, alors pour les autres pays, c'est les chiffres du troisième trimestre. 5,8% du PIB. Regardez bien, tous les pays ont fait des efforts. Oui, même l'Italie, parce que l'Italie, quand même, d'ailleurs, ils ont eu leur note qui a été améliorée, hein, la semaine dernière, parce que justement, l'Italie a fait des efforts énormes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible. Vous pouvez baisser la dépense publique, vous pouvez baisser le déficit public, vous pouvez même baisser les impôts. Voyez. Mais nous, on fait exactement l'inverse. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je ne parle même pas des pays qui sont en excédent, type Chypre, le Portugal, la Grèce, etc. Mais quand même, vous vous rendez bien compte que là,
Ce n'est pas sérieux. Je le dis souvent, c'est devenu un leitmotiv. Ce n'est pas sérieux. La France aujourd'hui, de devenir le bonnet d'âne de la zone euro. On n'a pas fait la zone euro pour ça. Vous vous rendez compte? Alors si on va sur le graphique suivant, évidemment, la conséquence de cela, c'est la dette. Plus mes déficits publics augmentent, et surtout s'ils se maintiennent, plus ma dette publique augmente. Et là, donc, on est, vous voyez, dernier chiffre du quatrième trimestre 2024, 3 305 milliards d'euros, ce qui veut dire quasiment 920 milliards d'euros d'augmentation depuis le début 2020. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et encore une fois, cette dette, c'est la dette officielle. Si j'ajoute ce qu'on appelle la dette hors bilan, ça veut dire la dette notamment sur le paiement des retraites des fonctionnaires, parce que c'est une dette qui est future, on la connaît, mais sauf qu'elle n'apparaît pas dans les comptes, eh bien là, vous êtes à, tenez-vous bien, 7 500 milliards d'euros de dette publique en France. Vous voyez. Donc, et on nous dit, mais non, on va faire une conférence pour savoir ce qui se passe, pour savoir si c'est grave. Mais évidemment que c'est grave. Oui, c'est quand même assez incroyable. On a l'impression de vivre dans les guignols de l'info, sauf que c'est la réalité. Oui, donc voilà. Donc c'est-à-dire, c'est pourquoi il n'y a plus de guignols de l'info, ça n'existe plus pour les plus jeunes, peut-être qui ne connaissent pas. C'était en fait des marionnettes, entre guillemets, qui se moquaient justement de la situation économique, politique. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'eux, puisque finalement, c'est dans la vraie vie, hein, les guignols de l'info. Et donc voilà, c'est exactement aujourd'hui ce que ça nous coûte. Et si on regarde le graphique suivant, justement, qui montre que, eh bien, on a un ralentissement qui est en train de s'opérer, parce que c'est bien ça le drame, c'est que la dette publique augmente, malheureusement la croissance ne suit pas. Regardez bien l'indicateur des directeurs d'achat pour la France, donc sur le mois de mars, il n'y a pas encore avril, mais ça va être pire évidemment, on est sous la barre des 50, donc vous voyez quasiment de façon continue depuis le début 2023, on est donc en récession. Alors ça n'apparaît pas dans les chiffres, mais on a la courbe bleue, qui est le chiffre du PIB, mais là quand même on a une baisse du PIB au quatrième trimestre, je pense qu'on en aura également une au premier trimestre 2025. Alors, on a l'habitude de des arrangements sur les chiffres, parce que comme on met par exemple le trafic de drogue, hein, comment on mesure ça? Mais on le met quand même dans le PIB, du moins la consommation, pas le trafic, la consommation. C'est pas ça, juste pour un petit peu gonfler les chiffres, mais toujours est-il que vous voyez que la France va extrêmement mal aujourd'hui, et ça c'est très dangereux. Si on va sur le graphique suivant, même la confiance des ménages, vous voyez, est en train de repartir à la baisse, donc il y a vraiment des craintes, et donc s'il y a une récession, derrière, évidemment, le chômage va augmenter. Je ne sais pas si tu as mis le graphique, parce que comme Antoine, il me fait des petites surprises. Voilà. Il ne garde pas tous mes graphiques. Non. Hein. Voilà, il fait des petites surprises à la fin. Il me dit, bon, je t'ai pas mis tous les graphiques, donc je lui ai envoyé tout bien, etc. Mais bon, c'est pour, voilà, ça crée un peu de fun. Mais c'est pour ça. Et par contre, on voit que sur les taux d'intérêt, effectivement, à 10 ans, bien, ça se maintient. On est autour des 3,3, 3,4%, malgré effectivement la baisse de l'inflation. Mais néanmoins, on reste sur un niveau élevé. Donc, ce qui veut dire que là aussi, ça va maintenir le taux d'intérêt sur des niveaux élevés. Donc, ça va casser l'activité économique, ça va casser la consommation, qui est déjà pas très folichonne, également sur l'investissement. Et donc, voilà le problème, c'est que j'augmente ma dette, j'augmente mes dépenses publiques, mais effectivement, la croissance, le PIB n'augmente pas. Et donc, c'est là où on arrive, je pense, à la fin du film. Pour l'instant, le film continue. C'est un peu, voilà, c'est un peu Dallas ou je sais pas, les Feux de l'amour. Enfin, je sais pas bien, un film à rallonge, c'est-à-dire qu'il se termine jamais parce que, évidemment, on n'a toujours pas de sanctions. Les agences de notation ne dégradent pas, on ne sait pas pourquoi, mais elles ne dégradent pas. Et donc, pourtant, évidemment, on devrait avoir cette sanction. Et plus là, on prendra du temps, on tardera à prendre cette sanction, plus cette sanction sera douloureuse. Moi, c'est ça. Moi, je fais juste mon travail d'économiste en disant attention, c'est très dangereux aujourd'hui ce qui se passe en France parce qu'on a ce décalage entre l'augmentation du PIB. On a vu tout à l'heure 920 milliards, alors que depuis 2020, alors que sur la même période, le PIB donc, a augmenté de 500 milliards, mais il manque à peu près 430 milliards d'écart. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est ce qui fait que Alors, aujourd'hui, on doit avoir du sérieux budgétaire, non pas en augmentant les impôts, attention, hein, mais en réduisant notamment les dépenses de fonctionnement, qui sont celles qui ont le plus augmenté. Pour tout vous dire, je faisais une émission tout à l'heure là, sur LCI, là, juste avant de vous retrouver, et justement, alors, on disait, oui, mais certains sur le plateau disaient, oui, mais la dépense publique, c'est pas vrai, elle n'a pas augmenté, etc. Alors, moi, j'ai sorti les chiffres de l'INSEE, vous voyez, c'est ça qui est fou, c'est que comme on n'a pas de culture économique, ou pas assez, eh bien, on sort des chiffres qui sont faux. Moi, j'amène les chiffres de l'INSEE, on va quand même faire confiance à l'INSEE. Et là, on voit que les dépenses de fonctionnement aujourd'hui, c'est 32% de toute la dépense publique. 32%. Le premier poste, ce sont les dépenses sociales, bien sûr, avec 44%, mais le deuxième poste sont les dépenses de fonctionnement. Et ces dépenses de fonctionnement ont augmenté de 21% donc depuis 2021, et alors que la dépense sociale a augmenté de seulement 10%. Vous voyez, donc, ça qui colle plus. On augmente les dépenses de fonctionnement, ça ne fait pas de la croissance, ça ne fait pas de la richesse. Et alors,
par-dessus le marché, ce graphique justement montre que la charge d'intérêt de la dette continue d'augmenter. Et donc, on a payé déjà l'année dernière 60 milliards d'euros juste de charge d'intérêt de la dette, c'est aussi chiffre de l'INSEE, hein. Et cette année, ce sera à peu près 70 milliards d'euros. Donc là, évidemment, quand je me souviens de tous les économistes, certains économistes, du moins, il y avait beaucoup à l'époque, hein, j'étais l'un des rares à dire le contraire, mais eux disaient non, non, mais la dette publique, on s'en fiche, ça ne coûte rien, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, etc. Quand on voit ce que ça nous coûte aujourd'hui, comment peut-on dire ça? Il y en a qui disent encore ça. C'est ce que je veux Hmm. dire, hein. Donc c'est Alors, ça, il faut arrêter justement, de dire hmm. des contre-vérités, il faut juste regarder la réalité en face. Et Justement, si on Marc, s'en sortira. c'est ça qui peut faire peur, justement, puisque lorsqu'on voit ce taux d'intérêt à 10 ans, là, sur le graphique qui remonte donc au niveau de 2011-2012, hein, d'ailleurs, qui sont des années pas mémorable pour la zone euro. Quid de la BCE maintenant, puisqu'on va avoir la BCE qui va s'exprimer jeudi. Donc, il devrait baisser ses taux, hein, ça doit être donc c'est plutôt acté par le marché. Mais est-ce que justement, lorsque la BCE ne pourra plus baisser ses taux et que on va probablement avoir cette baisse de notation, parce que le coup près va tomber un jour. Est-ce que ça peut vraiment créer cette flambée sur les taux d'intérêt français? Et là, pour le coup, ça va vraiment poser problème. Complètement. Alors, si tu vois bien sur le graphique, tu vois, depuis Oui, 2022, déjà, cette augmentation des taux d'intérêt qui a été quand même oui. assez énorme. Mm, Mais comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, on a quand même une situation donc, où les taux monétaires ont baissé. Enfin, donc, ça calme mm, un petit peu le jeu. Le seul danger, moi je pense que ça va arriver très rapidement, c'est que les taux longs vont encore s'augmenter à 4,5% voilà. sur le taux de 10 ans français. Mm, Parce que justement, on va avoir cet assèchement du marché. Et d'ailleurs, ça c'est un élément très important qui a eu lieu. Donc, vous savez, quand on a parlé du fonds défense, etc., il faut investir dans la défense. D'ailleurs, on n'en parle plus, là, c'est bizarre, mais bon, toujours dit que les Allemands ont dit, maintenant, on va déraper. Nous aussi, on va faire comme les Français, on va déraper, on va augmenter notre dette publique. mm, C'était une grosse surprise, hein, très oui, honnêtement. Sauf que on dit, ah, voyez, les Allemands, ils font comme nous. Oui, mais il y a un petit problème. C'est mm, que les Allemands, ils sont toujours triple A. Donc, oui, c'est jusqu'à ça. présent, les Allemands, ils ne faisaient pas trop appel au marché pour financer leurs dettes. Si maintenant, eux aussi, ils font appel massivement au marché obligataire pour financer leurs dettes, un investisseur lambda, américain, japonais, chinois, ce que vous voulez, il va se dire, qu'est-ce que je préfère? J'ai 10 milliards, je les mets sur la dette publique française ou la dette publique allemande? Ben, il va pas, le choix va être vite fait, il va aller sur l'Allemagne. Et donc, évidemment, ces 10 milliards, on ne les aura pas. Ce qui veut dire que là, le marché de la dette publique française risque d'être asséché. Cette année, on va émettre 340 milliards d'euros de nouvelles dettes publiques, nous les Français. Et donc, à ce moment-là, si les investisseurs préfèrent acheter de la dette allemande, ben, nous, on n'aura pas cet argent. Et encore une fois, la planche à billets, elle n'est pas extensible. On ne pourra pas la remettre au goût du jour. Ça fait tellement d'inflation, ça sera dramatique. Et donc, ce qui veut dire, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur l'euro. On va en parler, mais aujourd'hui, on subit justement cet euro. Donc, en fait, ça qui est fou, c'est que la BCE, elle agit, mais ça n'a pas tellement d'impact. Ça n'a pas tellement d'impact sur l'activité. On voit que c'est très Mm, moribond parce que ça, c'est du conjoncturel. Nous, malheureusement, on a des forces structurelles qui nous cassent. Et notamment, l'un des plus grands handicaps de l'Europe, c'est son manque d'indépendance énergétique. Alors, nous, en France, on a la chance d'avoir le nucléaire. Heureusement qu'on l'a gardé, parce que je rappelle que François Hollande et même M. Macron, au début, ils voulaient arrêter le nucléaire. Donc, heureusement qu'on l'a gardé. Mais toujours est-il que si on n'avait pas ça, ce serait une catastrophe. Et regardez les Allemands qui justement n'ont pas le nucléaire, et donc ils ont besoin du gaz, notamment américain. Avant, il existait du gaz russe, mais maintenant il y a le boycott. Donc bon, bref, ce qui veut dire que comme on n'est pas indépendant énergétiquement, donc structurellement on est affaibli. Donc c'est pourquoi si on reprend les droits de douane de tout à l'heure, que peut faire l'Europe? Ah bah, les Américains nous vendent du gaz. Avant, bah, tiens, on va mettre des droits de douane sur le gaz. Ok, sauf que mm. ça veut dire que c'est le consommateur qui va payer à la fin, entreprise ou le ménage. Donc c'est ça qui ne colle pas, ça va faire inévitablement de l'inflation. Donc moi je pense que la BCE, elle prend quand même un risque en continuant de baisser les taux d'intérêt. C'est trop. C'est trop parce qu'on voit que ça n'a pas tellement d'impact sur l'activité. Par contre, en termes de crédibilité, Mm. c'est dangereux. Alors, c'est vrai que là, l'euro est en train de remonter de façon intempestive, mais là aussi, in fine, il pourra repartir à la baisse, surtout si on a un ralentissement, voire une récession qui revient dans la zone euro. Donc, il faut être extrêmement prudent. Je sais qu'on me dit oui, mais oh là là, Trump, il est formidable parce que grâce à lui, ça y est, l'Europe est unie. Je ne vois pas en quoi elle est unie aujourd'hui, l'Europe, hein. C'est-à-dire qu'on fait toujours du dumping fiscal entre les différents pays de la zone euro. Et c'est ça, hein, qui est très dangereux, c'est que l'Europe, justement, n'est pas unie comme on pourrait le souhaiter.
Bon, et alors on va passer à la dernière partie qui sera la plus conséquente. Effectivement, les marchés boursiers qui est en donc les marchés qui sont pleins de tempêtes, évidemment, vous l'avez vu, avec des variations qui sont extrêmement fortes. La dernière, par exemple, on y revenir bien sûr, mais ça datait du Covid-19 qu'on a vu au mois de mars. Ces variations de plus de 10% en quelques séances. Donc on va y revenir, on va échanger là-dessus. N'hésitez pas à vous poser vos questions sur tel ou tel actif. Mais effectivement, on a eu ce S&P 500 donc, qui s'est effondré de 12,1% en 3 jours, mais qui a rebondi, qui a fait sa quatrième meilleure séance journalière de son histoire, qui a rebondi de 10% en une seule séance, enfin 9,5% en une seule séance. Et derrière, bon, c'est de la volatilité extrême. Oui, voilà, c'est ça que je veux vous montrer sur ce graphique, c'est Hmm. qu'effectivement, tu l'as bien dit, effectivement, c'était la plus forte baisse depuis le coronavirus, depuis mars Voilà. 2020. À l'époque, on croyait que c'était la fin du monde, donc ça pouvait se justifier cette baisse. Mais la surprise, c'est la remontée 2 jours après, Oui. évidemment. C'est-à-dire une remontée énorme. Pourquoi? Parce que n'oublions pas quand même également qu'on part d'une variation boursière qui a été énorme, hein. C'est-à-dire que on a une augmentation, on le verra tout à l'heure sur le Dow Jones, qui était beaucoup plus forte que pendant la veille à la veille du crack de 29, par exemple. Mais bon, toujours est-il qu'on était quand même sur une bulle, hein, les marchés avaient complètement flambé, donc là, on cherchait des arguments. Trump arrive, protectionnisme, ok, on le savait, mais pourtant, tac, les marchés s'effondrent, 12% de baisse, c'est un petit peu excessif, mais parce qu'on partait de haut. Et puis le lendemain, on dit, enfin 2 jours après, 2, 3 jours après, non, finalement, donc quelques Oui, minutes avant, quelques heures, 2 heures avant, Donald Trump nous avait donné le signal, hein. Il nous avait dit, c'est le moment d'acheter les enfants. Donc oui, on oui, l'a tout pas à fait. écouté, hein, on l'a pas écouté parce que Avec un bah, je sais tweet, pas qui l'a écouté, bien peut-être sûr. certains de nos auditeurs l'ont écouté, je leur Hmm, souhaite évidemment. hmm. Et là, une remontada incroyable, donc un délit d'initié mondial. Alors comme tout le monde le savait, c'est pas initié, donc ce qui veut dire que il n'y aura pas une enquête évidemment, mais toujours est-il, on voit cette remontée après, cette rechute, et puis ça remonte là Hmm. vendredi et puis aujourd'hui ça remonte également très fortement parce que ce week-end, il nous dit bah, tous les produits de la high-tech ne seront pas concernés par les droits de douane sur les produits faits en Chine. Bon, Ouais, il faut qu'il fasse quand même attention Donald Trump parce que on a besoin de stabilité. Ce qui fait ouais, quand même peur, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que si un jour on dit rouge, le lendemain on dit vert, ça c'est quand même très dangereux. ouais, Donc il ouais. va falloir donner un cap. Et moi jusqu'à présent, je trouvais ça assez osé de la part de Trump, assez risqué, mais un risque calculé, parce que c'était le seul qui osait finalement affronter les Chinois. Vous savez que les Chinois, il faut être honnête, hein, ils vendent avec un yuan qui est autour des 7,2 yuan pour un dollar, alors que le niveau d'équilibre du yuan, selon la parité des pouvoirs d'achat, c'est 3,50 yuan pour un dollar. Mais qu'ils sont quand même très sous-évalués. Donc il y a une sorte de dumping permanent. Et donc, voilà, là, on s'est un petit peu attaqué à eux. Mais bon, finalement, voilà, on enlève tout. Donc voilà, c'est pourquoi les marchés aujourd'hui sont très volatiles. Mais moi, je pense quand même que, vous voyez, hein, si on regarde sur longue période, ce que je vous dis sur ce graphique, si on regarde depuis octobre 2022, si on prend le Standard Poor's 500, on est quand même sur une hausse de 50%. Malgré la baisse qu'on a eue ces derniers jours, enfin la volatilité qu'on a eu ces derniers jours, ça avait déjà baissé un petit peu avant. Donc, vous voyez, depuis le 19 février, on a une baisse de l'ordre de 12%, un peu moins avec aujourd'hui, mais néanmoins, ça montre bien que ça reste quand même toujours très élevé. Idem sur le, oui, on peut voir le Hmm. graphique suivant, sur le Nasdaq. Bon, là, à la rigueur, le Nasdaq, c'est assez impressionnant parce qu'il a quasiment autant évalué, autant fluctué que le Standard Poor's 500. Il n'y a pas eu tellement Hmm. d'écart finalement, alors qu'habituellement, le Nasdaq, c'est plus abrupt, plus abrupt. Là, ça a été quasiment la même chose, hein, finalement. Donc, on est quand même au total sur du moins 5%, hein, depuis donc en une dizaine de jours, enfin en une semaine finalement. Et donc, ce qui veut dire que là aussi, attention, on a une situation, je dirais, où la bulle se reforme. Si on va sur longue période, sur le graphique suivant, Hmm. là aussi, regardez, un 64% d'augmentation malgré la baisse de ces derniers jours, donc depuis décembre 2022. Donc oui, c'est toujours très largement haussier. Hmm. Alors je crois que j'ai mis ensuite Apple, c'est ça? Alors, oui, Apple. Ouais, On parle voilà. d'Apple. Donc là aussi, on voit Apple. Alors là, aujourd'hui, bon, ça va certainement booster puisqu'on a Oui. enlevé tous les produits, donc tous les Apple, tous les iPhones plutôt, Hmm. donc de Chine. C'est de la high-tech, donc hop, pas de droit de douane, formidable. Et d'ailleurs, toujours 457% depuis Ouais. 2019. Ouais, donc ça montre bien. Alors, par contre, un petit bémol, si on va sur le slide Alors, suivant. j'ai- Ah, tu as vu? non, Voilà. là, j'ai enlevé tout ce qui était, pardon, tout ce qui est France, etc. Tu as enlevé la France? Voilà. Bon, bah, c'est Hmm. dommage parce que sur la France, effectivement, on voit que la baisse Oui. malgré la remontée, hein, la remontada, donc, a été plus forte qu'aux États-Unis.
Donc ça montre bien qu'en fait, on a une situation où la France aujourd'hui, enfin l'Europe, est beaucoup plus menacée par cette crise que les entreprises américaines. Donc Mm. ça, c'est quand même un signe assez fort, donc qui Ouais. montre bien que l'Europe a beaucoup à perdre. N'oublions pas que l'Europe a un excédent commercial avec les États-Unis. Pareil pour Mm. la Chine, un excédent énorme, d'ailleurs 500 milliards de dollars d'excédent pour la Chine, nous à peu près 150 milliards, donc c'est évidemment énorme. Donc on n'aurait pas pu, c'est-à-dire faire face à cela. Donc d'ailleurs, on voit bien que finalement tout est supprimé. On va prendre les 10%, on va s'arrêter là. On aurait pu éventuellement taxer les GAFAM, sauf que comme il n'y a pas d'alternative, évidemment, on ne peut pas taxer les GAFAM. Donc ça c'est intéressant de voir, donc, justement sur la France, le cours d'LVMH, qui est quand même déjà pas mal, vous voyez, très très volatile hein, le cours d'LVMH. On dirait Mm. presque une start-up, pourtant ça n'en est pas évidemment. Mais on voit bien que ça a quand même baissé de 42% quasiment Mm. depuis avril 2023. Oui, donc c'est quand même pas mal hein, la baisse au total. Mais tout de même, depuis 2019, c'est une hausse de 115%. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Par contre, ce qu'il va falloir quand même suivre, c'est que ces entreprises européennes vont quand même investir aux États-Unis. Je pense par exemple à LVMH ou d'autres entreprises. Donc ce qui veut dire que Trump va quand même, je pense, réussir en partie son pari. Et qu'on va avoir beaucoup d'investissements américains et non américains de retour vers les États-Unis justement pour échapper aux droits de douane et également bénéficier de la baisse des impôts qui a été promise par Trump. Donc ça va être très intéressant de noter parce que normalement ça doit arriver dans les prochaines semaines. Si Trump effectivement baisse les impôts, alors là, ça peut être particulièrement favorable. Alors, par contre, c'est vrai que ça, c'est fou, ça, c'est franchement, et d'ailleurs, je m'excuse parce que j'avais annoncé effectivement l'euro à 1 Mm. dollar pour 1 euro. On y était presque, on était à Mm. 1,02 $ pour 1 euro. Mais ensuite, je me suis dit, bon, ça va se calmer, mais j'étais loin d'imaginer, parce que là, c'est plus de l'économie, là, c'est du Mm. politique, que Ouais. le président américain pourrait donner ce signal. C'est-à-dire, c'est très rare de voir un président américain lui-même qui dit, on veut un dollar faible. Mm. Ça, c'est complètement fou. Et moi, pour tout vous dire, ça m'inquiète un petit peu. Donc là, on voit l'euro qui a même frôlé les 1,15 $ vendredi dernier, 1,15 $ pour 1 euro. Donc c'était un plus bas depuis novembre 2021. Donc là, c'est quand même très dangereux parce que ce qui fait quand même la force des États-Unis, c'est le rôle hégémonique du dollar. Si demain, le dollar est trop faible, alors là, le dollar risque de perdre de sa superbe. Et ça peut être dangereux, bien entendu, pour l'économie américaine en termes de stabilité. Donc là, attention, Donald, n'allez pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que Mm. il faut se calmer sur le dollar, parce que si vous annoncez un dollar qui va faiblir, parce que le raisonnement c'est quoi? Dire, ah ben, dollar faible c'est bien, les exportations comme ça sont moins chères, on exporte plus. Oui, mais ça c'est un fusil à un coup, c'est du court terme. Ce qui compte c'est le moyen terme, parce que si votre devise baisse, vous n'incitez pas les investisseurs étrangers à investir chez vous. Mm. Donc ça, faites attention, hein. Donc c'est pourquoi j'espère que Trump va revenir en arrière, parce que d'ailleurs, économiquement parlant, hein, je vous ai mis les graphiques suivants, Alors on juste, va les pardon, voir. peut-être une petite Oui, aparté vas-y. j'ai une question sur l'euro-dollar. Oui, Justement, donc là, si selon Samy, donc la baisse, le dollar baisse par rapport à l'euro, donc on est d'accord. Et les actions US, dollar ne s'apprécient-elles pas proportionnellement avec la baisse du dollar, oui, bien le sûr, revenu tout à étant fait. globalisé? Oui, oui, tout à fait, bien entendu. C'est-à-dire, il y a un Mm. effet de vase communicant, ça c'est sûr. Mais attention, le dollar baisse aussi par rapport à d'autres devises, sauf le yuan. C'est intéressant de voir, parce que justement, les Chinois, eux, ils ont le contrôle d'échange, que nous ne l'avons pas, évidemment. Donc, ce qui veut dire qu'ils maintiennent. Donc, à la rigueur, il faudrait faire baisser le dollar face au yuan, mais on n'arrive pas parce qu'il y a le contrôle d'échange. Et je me souviens, donc, lors du premier mandat de Trump, quand Trump avait décidé justement les droits de douane sur les produits chinois de 20% à l'époque, eh bien, les Chinois avaient dévalué le yuan de 20%. Tu vois, donc, c'est ça, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement maître de notre devise. Et moi, je pense que les Chinois également peuvent aujourd'hui, ils ont tellement de dollars qu'ils peuvent Mm. effectivement manipuler, entre guillemets, l'évolution de l'euro-dollar, par exemple, hein. Le yuan, eux, ça ne va pas bouger, mais en euro-dollar, ils peuvent faire bouger effectivement les marchés, c'est-à-dire en vendant du dollar et en achetant automatiquement de l'euro et ainsi de Mm. suite. Donc les perdants, ça reste quand même un petit peu nous, hein, donc ça peut être un petit peu dangereux. Et surtout que nous, déjà, si on a 10% de droits de douane plus la hausse de l'euro, pour exporter, par contre, ça va être compliqué pour nous, hein. Donc là aussi, soyons extrêmement prudents. Et d'ailleurs, c'est là où Trump, en fait, moi je pense qu'il va trop loin parce qu'il n'a pas besoin de ça. Regardez ce graphique, le match, il est déjà gagné. C'est-à-dire quand on voit l'évolution de la croissance, hein, donc l'évolution du PIB hors inflation, donc sur les 30 dernières années,
Aux États-Unis, vous voyez, on est à 108,5%, on va dire 110, on va arrondir pour faire simple. Et nous, on est à 55% en France, 53% dans la zone euro. Ça veut dire du simple au double. Vous vous rendez compte? Donc le match, il est déjà perdu, notamment grâce à l'innovation. Donc il faut garder ça hein, pour l'oncle Sam. Il ne faut pas aller trop loin, je pense, sur le dollar. Si le dollar baisse trop, c'est un danger hein, pour les États-Unis et à moyen terme et surtout à long terme. Donc ça serait particulièrement dangereux. Et si on va sur le graphique suivant, c'est pour ça que je maintiens aujourd'hui qu'il faut rester prudent quand même sur l'évolution de l'euro-dollar. On a toujours un écart de taux, un spread de taux à l'avantage donc, du dollar. Là, c'est les taux monétaires, hein, donc le taux des Fed Funds. Même si la Fed va peut-être baisser un petit peu les taux d'intérêt, mais qu'on a quand même un écart, on est à 4,50, là on est à 2,65 sur le taux RFI, peut-être 2,50, voire 2,25 à partir de jeudi prochain. Donc vous voyez, on a un écart énorme, donc on a ce qu'on appelle du carry trade, ça veut dire que ça peut devenir intéressant de s'endetter en euros pour placer en dollars derrière, sauf si évidemment Trump continue à dire je veux que le dollar baisse, et là, ce qu'on gagne sur le taux d'intérêt, on le perd sur le taux de change. Donc c'est dangereux, mais économiquement parlant, écart de croissance à l'avantage des États-Unis, écart de taux d'intérêt à l'avantage des États-Unis, sur les monétaires et sur également les taux d'intérêt obligataires. Donc normalement, le dollar doit se réapprécier. Donc, je pense que ça peut redevenir des niveaux intéressants à l'achat sur le dollar, sachant que, évidemment, voilà, dernier graphique, Mm. l'or en a bénéficié. Moi, je suis stupéfait parce que, pour tout vous dire, hein, quand l'or a dépassé les 1000 $, donc j'avais dit, bon, ça va continuer. Après, on a touché les 2000 $. Je dis, bon, ça devient dangereux, mais il faut quand même en conserver. Puis là, on est à 3236 $ le 11 Mm. avril. Donc, c'est quand même assez énorme, bien entendu. Donc, pour dire qu'il y a toujours cette poire pour la soif. Maintenant, donc, c'est un jerrycan hein, pour la soif. Mhm. Donc, beaucoup d'investisseurs, justement, sont toujours inquiets. Donc, se disent, il faut garder de l'or physique, de l'or papier éventuellement, mais globalement, ça reste une protection. Et c'est vrai que quand le dollar également a tendance à baisser, donc les banques centrales ben, vont dire, tiens, peut-être mes réserves de change, ben, je vais les mettre en or. Donc ça va faire là aussi monter l'or. Donc l'or a encore de beaux jours hein, devant lui. Et donc ce qui veut dire que là aussi, j'espère qu'on va quand même aplanir la situation, notamment aux États-Unis. Ça fera un facteur de moins en termes de risque. Mais pour le moment, le marché est toujours risqué. Et donc ce qui veut dire que même si on a une remontée des marchés boursiers, la volatilité va rester extrêmement forte donc Mm. sur l'ensemble des places boursières. Donc soyez quand même très très prudents. Mais on a compris avec Trump quand ça baisse très fortement, il faut racheter ensuite parce qu'il ne Mhm. laissera pas la bourse baisser Mm. trop longtemps, parce Oui. que c'est quand même voilà, c'est son leitmotiv, c'est son fer de lance. Il aime les marchés boursiers, mais on ne s'amuse pas quand même non plus trop avec les Mm. investisseurs, ça peut être ensuite dangereux. Donc il faut qu'il calme son discours, sinon, là, encore une fois, la remontée de l'or, c'est ça. C'est-à-dire que malgré que Trump ait dit, bon, on arrête les droits de douane, enfin, pendant 90 jours, on stabilise tout, l'or a quand même continué de monter. Ça veut dire que les Mm. investisseurs restent quand même inquiets sur la politique à venir. Et encore une fois, c'est le dollar la clé. Donc j'espère que Trump va arrêter de spéculer à la baisse sur le dollar, sinon il risque de s'en mordre les doigts, comme d'ailleurs tous les Américains et comme toute la planète, puisqu'on n'a pas les moyens de subir une crise monétaire, et surtout il n'y a pas de concurrent dollar. C'est-à-dire, le yuan n'est pas prêt, l'euro, n'en parlons pas, donc voilà, qu'est-ce qu'on va créer un panier de devises? Ce n'est pas prêt encore, mais ça risque d'activer tout ça. Donc là, Trump prend un risque énorme parce que ce qui fait la force des États-Unis, justement le rôle du dollar. Hein. Le dollar, c'est toujours 70%, à peu près entre 65 et 70% des réserves de change dans le monde, c'est 50% des transactions mondiales. Si demain on dit maintenant on ne commerce plus en dollars, alors là, c'est un vrai danger pour les États-Unis. Donc j'espère qu'il va revenir sur ça pour les États-Unis, puis pour la stabilité évidemment mondiale. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Si vous avez des questions, évidemment, je vais y répondre. Mais Antoine également a plein de trucs à nous dire. Donc, Non, non, Antoine, mais à toi moi, de jouer. ce que je veux vous dire, c'est que justement, on est actuellement, on ouvre la saison des publications de résultats. On l'a ouvert d'ailleurs la semaine dernière avec les banques américaines. On voit que les résultats ont été d'ailleurs très très bons pour les banques américaines hein, qui ont profité de la volatilité des marchés au premier trimestre. Donc, on a vu des JP Morgan et Citigroup qui ont publié des résultats qui étaient largement supérieurs aux attentes. Donc, on va juger. Alors maintenant, il y aura toujours en toile de fond ces droits de douane avec les élucubrations de Trump là-dessus, mais on va maintenant se focaliser justement sur
c'est résultats d'entreprise. Et on va voir si vraiment on a un ralentissement qui se confirme, ou alors finalement on a des profits qui sont toujours au rendez-vous. Et ça sera intéressant de suivre ça, évidemment. Ça va rythmer aussi le mois d'avril et le début du mois de mai. Toujours est-il que maintenant, on va plus se focus sur la micro aussi. Et donc, ça va donner aussi un catalyseur au marché, évidemment. Maintenant, on va répondre à vos questions si vous en avez. J'ai une question là, assez cash. On va pas pouvoir répondre. C'est faut-il investir dans l'or, sachant qu'on ne peut pas donner de conseils, comme on a dit au début, de conseils en investissement. Si vous avez évidemment, comment dire, un portefeuille très exposé, très risqué, vous pouvez toujours couvrir avec de l'or, évidemment. C'est euh, c'est euh, c'est une bonne stratégie. Maintenant, voilà, on est quand même sur des cours qui sont quand même très élevés. Donc, on a eu le repli, hein, on l'a eu ce repli, on attendait le repli, hein, on est repassé sous les 3000, on était à la 2950, mais là, on est repassé au-dessus des 3002. Donc, c'est vrai que le timing est pas forcément opportun, mais dans une stratégie moyen-long terme, avoir de l'or, c'est toujours une bonne chose. D'ailleurs, dans un podcast, on m'avait dit justement, dès qu'on passe tous les 3000, on peut revenir à l'achat. Donc, c'est ce qui s'est Oui, produit, mais on voit bien que c'est quand même très nerveux et ça continue oui, de monter. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien l'image de la poire pour la soie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des miracles, vu la flambée, mais quand même, c'est une protection. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que sur longue période, donc il y a trois placements qui restent quand même les meilleurs, quoi qu'on en dise, hein, quoi qu'il arrive. C'est donc les marchés boursiers, mm, avec les dividendes, bien entendu. Deux, c'est l'or, hein, comme on le voit ici d'ailleurs sur ce graphique, c'est assez incroyable, sur longue période. Et trois, l'immobilier. Sauf que l'immobilier, là, c'est un petit peu encore compliqué. Mais néanmoins, voilà, sur le long terme, même quand on a investi en haut des bulles, globalement, on récupère sa mise. Mais c'est sûr que là, on reste sur des niveaux extrêmement élevés. Mais encore une fois, cette protection, cette valeur refuge, elle continuera, je pense. Sauf si Trump, voilà, il se calme. C'est-à-dire si effectivement il nous dit mm, maintenant je veux que le dollar reste effectivement au niveau actuel, arrête de baisser. Là, ça va, je pense, calmer le jeu. Mais néanmoins, ce qui est un petit peu inquiétant quand même, c'est que l'or continue de monter malgré la hausse des marchés. Et bon, là, on l'a mm, vu la semaine dernière. Alors, c'était même fou la semaine dernière, parce que quand les marchés ont baissé, l'or aussi a baissé. mm. Et quand les marchés ont rebondi, c'est là où l'or a atteint justement les 3236 Oui. dollars. Alors Et après, il n'y a pas une corrélation parfaite journalière entre les deux bien, actifs. bien sûr que non, Mais mais c'est quand même, mm, on vit un monde, excuse-moi l'expression, on vit un monde de fous. Alors on le savait ouais, déjà. ouais. Et là, je pense que, dire que, il y a une phrase de Socrate hein, qui est très intéressante, qui nous disait, donc, le philosophe, hein, pas le joueur de foot, hein, d'ailleurs, bref, pour ceux qui connaissent, et là, c'est Socrates d'ailleurs, je crois, mais bref, Ouais, le Brésilien, le joueur de philosophe, foot ouais, ouais, brésilien, ouais, exactement, mais effectivement. ça, c'est pour les plus anciens. Mais bon, donc, Socrate, donc le philosophe, qui disait, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc je pense que Mm, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, mm, évidemment, on doit revenir sur la réalité économique, c'est ce qu'on fait ensemble, mais il faut savoir que voilà, il peut y avoir des écarts, et nous, l'important, c'est de revenir sur les fondamentaux économiques. Voilà, par exemple, je pense sur l'euro-dollar aujourd'hui, il n'y a aucune raison que le dollar baisse, sauf les déclarations de Trump. Mais ouais. c'est-à-dire qu'après, il peut encore baisser, mais il reviendra ensuite vers des niveaux plus logiques au regard des fondamentaux économiques. Pareil sur les marchés boursiers, tu l'as bien dit, hein, ça va dépendre des profits, mais s'il y a moins de profits, je pense, dans les prochains mois, à ce moment-là, les marchés pourront baisser. Mm. Alors après, j'ai des questions sur les crypto-monnaies, parce qu'effectivement, on est aussi, bon, on propose ce type d'actif. Effectivement, C'est pour toi, les là. crypto-monnaies, oui, alors les crypto-monnaies, ce qui est intéressant de voir, alors, c'est qu'il y a toujours cette corrélation crypto avec Nasdaq. On a vu lorsque le Nasdaq baissait, les cryptos qui sont mis à baisser, mais justement, dans des proportions euh, pas très volatiles finalement, ce qui est assez rare pour les. Alors ça dépend, là je parle du Bitcoin, il y a certaines crypto-monnaies qui ont perdu plus de 50%, type Solana par exemple, là vous en parliez, hein. Mais quand on regarde Bitcoin, on a perdu 20, 25, 30%, donc un peu comme finalement le Nasdaq. On est revenu tester un niveau très intéressant, c'est 75 000 dollars. On a rebondi dessus, on est aux alentours des 85 000 maintenant. Et c'est vrai que on a ce niveau de support à 75 000 qui pour l'instant tient bien. Alors maintenant, c'est vrai que on attend toujours les mesures, hein, les mesures phares, hein, puisqu'on a
Trump nous a annoncé durant sa campagne qu'il y allait avoir des assouplissements réglementaires sur les cryptos et que les États-Unis allaient devenir justement une terre de crypto. Pour l'instant, on n'a pas vu énormément d'annonces. Donc ça, si ça intervient, évidemment, ça pourrait être un catalyseur positif pour les crypto-monnaies. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque on a eu cette volatilité extrême sur les actions, eh bien, les cryptos, ça a été assez soft, entre guillemets, j'ai envie de dire, on avait connu dans les années précédentes des variations beaucoup plus importantes. Et donc, on a peut-être une classe d'actifs qui est en train de se normaliser, toujours entre guillemets aussi. Oui, je pense que tu l'as dit, c'est comme pour le dollar tout Mm. à l'heure, c'est que là, Mm. il va y avoir les déclarations de Trump vont être essentielles. Parce que Oui, justement, voilà, il développe les cryptos et lesquels? Voilà, est-ce que c'est mm. vraiment le Bitcoin, etc. ou autre? Donc ça va être quand même là. Voilà, on se rend bien compte que finalement, ça dépend aussi quand même du politique. Parce que Oui, normalement, ça ne devait pas tout à dépendre fait. du politique. Finalement, ça dépend quand même du politique. Donc tu vois, c'était pas aussi le but recherché à la base. Par contre, je veux pas être méchant, hein, mais bon, Mm. on nous a dit, oui, les cryptos, c'est une valeur refuge. Là, on voit bien une valeur refuge. Là, tu vois, sur ce graphique. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que une valeur refuge, ça veut dire que quand les marchés s'effondrent, ça monte. Tu vois? Donc là, on voit bien que l'or, ça résiste bien, ce qui n'a Mm. pas forcément été le cas des cryptos. Alors après, ça Non, ne veut non, pas bien dire sûr. que j'entends toutes les prévisions. Moi, je ne fais pas de prévision sur les cryptos parce que je ne maîtrise pas suffisamment bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut quand même être là aussi prudent. La volatilité va rester. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des affaires à faire parce que la volatilité va rester extrêmement forte. Donc je dirais, dans des canaux, entre guillemets, on pourra là aussi faire certainement des affaires. Donc il faut être très attentif. C'est vraiment un marché très particulier, donc très volatile, hein, bien entendu, hein. Donc oui, je pense que ça va rester clair, mais ça dépend quand même pas mal, justement, là aussi, de ce que va dire Donald Trump. Donc là, on voit bien la puissance, on voit bien que la puissance américaine et puis également les déclarations. Mais je reviens sur mon dollar. Attention, Donald, si vous faites trop baisser le dollar, là, je pense que vous n'aurez plus la même puissance. Donc ça va être à surveiller. Parce que Mm. moi, j'ai toujours annoncé que le dollar un jour perdrait son hégémonie, mais je voyais ça dans 10-15 ans, hein, tu vois. Mm. Là, bon, c'est pas pour demain non plus, mais il peut rapprocher l'échéance. Donc, il faut faire attention. Je n'espère pas, j'espère que pour les Américains, du moins même pour le monde entier, parce que si le dollar s'effondre, tout le monde va payer, évidemment, hein, et qu'à ce moment-là, il sera plutôt comme le Donald Reagan, hein, de l'époque, où il faisait un peu peur, Donald Reagan, puis finalement, c'est lui qui a sauvé l'Amérique. Donc voilà, espérons que Trump va, de ce point de vue-là, calmer le jeu. J'ai une question sur le pétrole, justement. Donc, est-ce que le pétrole a des espoirs de monter à moyen et long terme si on enlève les tensions au Moyen-Orient voilà. Alors oui, alors c'est vrai que bon, c'est bon, on n'en a pas parlé, mais bon, il faut espérer qu'il y aura plus de guerre dans le monde, hein. Bon, Mm. évidemment, tout le monde le souhaite. C'est vrai que si bon, l'Ukraine, là aussi, on ne sait plus où on en est, est-ce que ça s'arrête, est-ce que ça continue, bon, bref, etc. Donc le Moyen-Orient, pareil, comment ça va évoluer. Et donc c'est ça qui aujourd'hui quand même crée des tensions sur le pétrole. Donc il a quand même baissé, mais il ne s'est pas effondré. Par exemple, Ouais. effectivement, quand il y a eu le Covid, là, le pétrole, évidemment, comme vous le savez, il était négatif pendant Ouais. quelques heures, qui n'avait aucun sens, mais bon, néanmoins. On l'a vécu ça aussi. Donc là, il a baissé, mais bon, c'est quand même 64-65 $ le baril sur le Brent. Sur le WTI, c'est-à-dire l'indicateur américain, on est passé sous les 60. Mais néanmoins, on se rend bien compte que ça résiste bien. Et là aussi, si on l'espère tous, il n'y a pas de récession mondiale, donc ça veut dire qu'il y aura quand même une demande mondiale de pétrole qui va être plus élevée que prévu. Donc il peut quand même remonter un petit peu. Par contre, ce qui est triste pour le consommateur français notamment, c'est que bon, quand les prix du pétrole montent, ben, on voit tout de suite à la pompe. Et là, effectivement, si vous regardez la baisse du prix du pétrole de la semaine dernière, pour l'instant, elle n'est pas répercutée à la pompe, quoi. Donc, alors qu'en plus, je dirais donc l'euro a augmenté, donc ça aurait dû faire baisser un doublement le prix du pétrole. Donc bon, on voit bien que là, il y a des marges qui se maintiennent. Et en tout, il y a bien sûr l'État qui ponctionne énormément. 80% du prix, comme vous le savez, sont des taxes. Mais néanmoins, ça montre bien qu'il n'y a pas, là aussi, pour le consommateur final, notamment en France, hein, c'est pas la joie. Mais le prix du baril, je pense, devrait se stabiliser au niveau actuel pour remonter un petit peu si on a un rebond de la croissance pour le second semestre 2025. Et alors, j'ai une question aussi. Alors, de Maxime qui nous dit si j'ai bien compris, il faut acheter le Nasdaq à la hausse et vendre le CAC 40 à la baisse. Non, c'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est pas Non, tout juste à pour fait être ça, mais bon. clair.
Non, 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 pour être clair, alors déjà, encore une fois, on n'a jamais dit d'acheter ou vendre tel ou tel indice, mais ce qu'on a vu, en fait, hein, c'est que le Nasdaq donc, a baissé quand même de 20% entre son point haut et son point bas. On a connu des séances extrêmement volatiles. Et le CAC 40, lui, aussi a baissé assez fortement. Il faudrait quand même noter que le CAC 40 progresse plus, hein. Enfin, il est quasi flat depuis le début de l'année quand le Nasdaq perd 10%. Donc, on a une meilleure performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Maintenant, est-ce que le CAC 40 va monter sans le Nasdaq? Sans les marchés américains, ça paraît compliqué. Mais de toute façon, les marchés aussi évoluent, sont corrélés. Donc, Alors, attention quand même justement, parce que ça ouais. c'est important de bien voir, c'est que depuis justement le trou d'air qu'on avait eu fin 2022, tout à l'heure on l'a vu, le Standard Poor's 500 gagne encore 50%, par contre le CAC 40, il gagne 25%. Ouais. C'est quand même du simple double. Oui, oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai. ça veut dire que, et je pense que là aussi, hein, depuis la dissolution de l'Assemblée en France, il y a eu quand même un petit à-coup sur le CAC Hmm. 40, hein, qui a été. Alors maintenant, ça se rattrape un peu au premier trimestre, mais néanmoins, dans la tête des investisseurs, la France, l'Europe, c'est quand même dangereux, hein. Donc on se dit, quand je vais décider d'investir en bourse, je vais d'abord investir peut-être aux États-Unis, peut-être dans certains pays émergents, puis la France, ça arrivera après. Donc soyons quand même prudents, c'est qu'on est de côté là. Il y a peut-être l'effet justement euro-dollar qui joue, mais à part ça, bon, c'est quand même dangereux. Alors, a fortiori, si demain la note de la France est vraiment dégradée, encore une fois, elle aurait déjà dû l'être depuis déjà pas mal de mois, mais bon, les agences de notation ne le veulent pas. Pourquoi? Par connivence, on ne sait pas trop, mais ça ne fait pas sérieux du tout. Toujours est-il que le jour où ça va arriver, parce que ça va arriver, c'est inévitable. À ce moment-là, regardez là, ce qui se passe aujourd'hui. On ancien gouvernement français a révisé à la baisse la prévision de croissance. Alors, maintenant, il est à 0,7. En fait, on sera peut-être à 0,5, à 0,2. Vous voyez, voilà, il y a pas de quoi voir venir. C'est ça Hmm. qui est très dangereux. Et je pense que de ce point de vue-là, même si le CAC 40, 80% des profits sont faits à l'étranger, donc en dehors de France, donc c'est pas la France qui compte, mais quand même, ça crée dans la psychologie des investisseurs le risque France est malheureusement de plus en plus fort. Oui, oui, Donc prudence effectivement. sur le CAC. Bah écoute, non, non, ça peut être le mot de la fin. Là, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, Euh, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir voilà, de vous retrouver. Et merci voilà. pour votre fidélité, donc, notamment le dernier podcast qui a très très bien Oui, fonctionné. Donc tout à n'hésitez fait. pas pour poser vos questions. Et on vous retrouve d'ailleurs jeudi, hein, c'est ça, hein, Antoine, hein. On Oui, parlera de la BCE justement également, parce qu'elle ouais. sera réunie. Et donc voilà, vous aurez notre nouveau podcast. Et Hmm. donc, toujours un plaisir de vous retrouver. Vous pourrez avoir les slides pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Et donc, voilà, restez prudents et on sera là pour évidemment vous aider à faire vos choix d'investissement. Merci de nous avoir suivis. Vous allez retrouver ce podcast ce webinaire en replay. On vous le transférera. Et donc, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles analyses. Salut. Nouvelles aventures même. Nouvelles aventures. À bientôt. Bye. Salut.